Les questions auxquelles mes invités, ils sont à 5 aujourd'hui, c'est une première dans cette émission, ils sont à 5, vont répondre. Réduction des salaires des ministres du gouvernement Sama Lukonde, pourquoi cette proposition et en quoi cela contribuerait à l'amélioration du budget ou du trésor public. Monsieur Christian Nzungu Magoza, analyste indépendant, maître estimé Dandala, coordonnateur du Conseil patriotique et progressiste chrétien, c'est un parti allié à l'AFD-CA. Dani Dima, analyste politique, Moïse Mbouta, analyste politique, Félix Kaembe, cadre de l'UDPS. Voilà, c'est là le gratin des invités pour cette émission. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer d'abord par l'absence de l'autorité de l'État. Les députés de la nationale de la ville de Kinshasa ont exprimé leur ras-le-bol face aux maux qui gangrènent la ville de Kinshasa. Insécurité, embouteillage, insalubrité, incivisme et j'en passe. Alors, tout ça, ce tableau noir qu'ils ont dressé de Kinshasa, je voulais savoir si le premier de mes invités le fait aussi. Monsieur Moïse Mbouta, vous avez le même, on va dire, le même aperçu de Kinshasa, comme l'ont fait les députés nationaux? Merci pour l'invitation, madame. Je salue mes compatriotes autour de cette table. Et je salue également tous ceux qui vont nous suivre à travers le monde. Et quant à la question que vous avez posée, je me réjouis aujourd'hui, madame. Pourquoi? Parce que nous le disions ici, c'est votre table, qu'il y a un problème de la gestion de la ville de Kinshasa. Mais beaucoup ne nous ont pas cru. Heureusement que les députés nationaux, par l'entremise du porte-parole, M. Jean-Marc Aboun, l'ont dit haut. Mais là où le problème se pose, à quel niveau? M. Jean-Marc Aboun n'est pas allé jusqu'au bout de la phrase, parce que quand il parle, il y a l'absence de l'autorité de l'État, c'est la ville-province de Kinshasa. Moi, je vois l'ensemble de la République, parce que Kinshasa est une ville miroir. Quand un des députés nationaux de son rang, et premier vice-président de l'Assemblée nationale, reconnaît que la ville de Kinshasa, il y a une absence de l'autorité de l'État. J'étais vraiment dans une position là où je n'ai pas compris pourquoi il peut dire ça. Pourquoi il se focalise sur Kinshasa seulement? Sur Kinshasa, au moment où, sur toute l'étendue nationale, le problème de l'autorité de l'État se pose. Je ne vais pas parler de l'Est de la RDC parce que là, il y a toujours été la même conflit. Toujours comme ça. Et je parlerai ici de la province de Tanganyika, du côté Mombasa. Les élus de ces coins sont allés voir les ministres titulaires pour exprimer qu'il y a des éléments non contrôlés de ces côtés-là. Donc, il n'est pas question seulement de la ville-province de Kinshasa, mais je dirais ici que dans l'ensemble du territoire national. C'est là où je dis que M. Jean-Marc Aboun n'était pas honnête envers lui-même. Okay. Il allait finir la phrase qu'il se pose un problème sur la ville, sur toute l'étendue nationale. Voilà ce que je peux dire quant à la question, madame. Félix Kaembe, à vous la parole. Comment se dresse pour vous ce tableau? Aussi sombre que le fait le président Kaboun, il faut le noter, qui est le président aussi à l'intérim de votre parti politique, l'UDPS. Merci beaucoup pour l'invitation, madame. Je tiens aussi à saluer tous mes co-débatteurs et aussi les auditeurs qui nous suivent pendant ce moment. Je pense qu'il ne faut pas faire de l'amalgame lorsque le président Jean-Marc Aboun a pris la parole pour dénoncer ce qui se passe ici à Kinshasa. Ce n'est pas une question générale. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Les gouverneurs sont dans des différentes provinces pour gérer au quotidien. Et donc, il ne faut pas dire qu'il y a une absence de l'État, c'est toute l'étendue de la République. C'est vraiment de l'amalgame. Je suis tout à fait d'accord avec le président Jean-Marc Aboun, parce que vous allez vous en souvenir, madame, que notre président de la République s'était déplacé avec M. Ngobila pour Kinbopeto à Bandal. Et si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été exécuté, Kinbopeto. Et vous allez vous rendre compte aussi que le président de la République s'était déplacé avec Gentini Ngobila, lui qui avait présenté les projets du Grand Marché. Et jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore commencé. Nonobstant, tout ce que nous sommes en train de voir, ils nous disent par-ci, par-là, et ça pose problème. Moi, je me dis, la ville-province de Kinshasa, c'est une
c'est la capitale de notre pays. Et donc, tous ceux qui fréquentent la République démocratique du Congo ont toujours tendance, envie de piétiner ici à Kinshasa pour voir ce que la République représente. Mais vous allez vous rendre compte, madame, que nous avons un problème sérieux de la gestion par la simple raison que la ville n'est pas bien gérée, la ville n'est pas vraiment à la hauteur d'une capitale comme nous voyons ailleurs. Oui. Mais ici, il y a une question tout simplement d'un monsieur qui n'est pas à la hauteur de ses fonctions comme gouverneur et qui ne répond pas par rapport aux aspirations de la population quinoise. Et nous dénonçons cela. Nous croyons qu'il doit prendre toutes les dispositions possibles pour nous offrir la ville comme Kinlabel, comme on le disait autrefois. Carrément. Vous faites aussi le même constat, maire, que vos co-débatteurs, M. Magosa? Sur la question de l'absence d'autorité, depuis que je suis revenu en janvier et aujourd'hui encore en août, il y a une absence d'autorité, le constat, on sera tous d'accord. Par contre, ce que dit M. Félix Kaïmbe, il parle de la personne qui gère la ville. Oui. Moi, je préfère faire un constat global. De la globalité, ce n'est pas les personnes. C'est ce qui compte, c'est comment on administre la ville. Pour administrer la ville, on l'administre à plusieurs personnes. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas indexer les gens, selon moi. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on ne va pas parler des personnes. On va plutôt parler des propositions de mon côté. La ville, il y a une absence d'autorité, oui. Insalubrité, oui. Comportement des policiers, oui. Comportement aussi de la population. La population a un problème de civisme. Et ça, ce n'est pas seulement les personnes, c'est plutôt nous tous dans la globalité, nous remettre en cause. En tout cas, sur l'absence d'autorité, là, on sera tous d'accord. Par contre, sur ce que la comparaison que M. Felipe, moi, je ne suis pas d'accord avec. La capitale Kinshasa a des problèmes propres à Kinshasa. On ne peut pas comparer Kinshasa aux autres capitales. Mais lorsque M. Mbouta vous dit que pour lui, c'est l'absence d'autorité sur toute l'étendue nationale, qu'en pensez-vous? Sur toute l'étendue nationale, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas allé dans toutes les autres provinces. Mais sur Kinshasa, je le constate. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on essaye de regarder sur le plan micro et non macro. Mais après, les comparaisons, on pourra les faire plus tard, en tout cas. Ça, c'est mon avis. Maître estimé, c'est un problème de personne ou c'est un problème, on va dire, c'est la gestion carrément de toute une administration? Parce que la gestion est déconcentrée, il est question de l'incompétence de tout un système. Oui. Mais là où je suis en train de souffrir dans mon âme, dans ma tête, dans mon corps, c'est quand l'initiative de déplorer la non-gouvernance de la ville de Kinshasa provient de Jean-Marc. Pourquoi? L'honorable Jean-Marc Aboum est président de l'UDPS. Oui. Et l'UDPS est le parti majoritaire à l'Assemblée provinciale. Depuis tous ces temps, on a remarqué que la gestion n'était pas orthodoxe. Mais on n'a pas eu à inviter ces députés provinciaux qui ont le pouvoir de contrôle sur les députés, sur le gouverneur, pour leur donner les orientations. Leur dire, vous devez contrôler. Nous voyons que le chef de l'État a été floué dans l'opération Kinbopeto. Il a été floué dans l'opération construction des marchés Zando. Et il ne doit pas être continuellement roulé dans la farine comme ça. Vous êtes là pour contrôler l'exécutif. Faites votre travail. Et là, nous n'avons pas vu ces orientations-là. Et comme un père naïf et impuissant, il passe devant les gens, il fait les aveux d'impuissance, les aveux de faiblesse, et les gens viennent applaudir sur ces plateaux, dire qu'on l'appuie. On ne devait pas l'appuyer. On devait l'associer à cette faiblesse de la gestion en tant que responsable du parti majoritaire à l'Assemblée provinciale. Et ça, c'est un point. Le deuxième point, vous regarderez avec moi que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est l'Assemblée la plus improductive possible de la République. Et curieusement, elle est gérée par un grand professeur. Et c'est là où nous voyons que le gouverneur baigne comme un poisson dans l'eau. Il n'a jamais été interpellé.
il n'a jamais été contrôlé. Et ces ministres, mêmement, et c'est là où nous posons la question. C'est question d'hommes ou c'est question de la malédiction qu'a notre pays? Carrément. Monsieur Idima, Gentini Ngobila est-il la seule personne à indexer dans cette situation? Merci pour la parole, madame. Je tiens de prime abord à saluer la pertinence des interventions de mes prédécesseurs. Oui. Avant de grandir sur cette question, j'aimerais bien un peu analyser l'aspect soulevé par Félix Ayembe. Oui. Madame, l'autorité de l'État est celle qui est exercée par des agents publics organisés en institutions ayant un pouvoir propre et dont le chef de l'État se trouve au sommet, ainsi que le gouvernement. Alors cette autorité de l'État, parce que vous savez, il faut d'abord décortiquer en soi ce qu'il faut entendre par cette notion-là. Oui, on ne peut pas aller trop vite dans les zones sans pour autant maîtriser ce que c'est cette notion d'autorité de l'État. Alors, cette autorité de l'État s'est manifestée par plusieurs éléments, notamment lorsque l'État assure l'ordre public. Et dans l'ordre public, nous voyons la salubrité, nous voyons la tranquillité, nous voyons la sécurité, nous voyons l'esthétique publique, voire même la moralité publique. Et au second, la présence de l'État public, de l'autorité publique plutôt, doit se manifester par la satisfaction de l'intérêt général, où nous trouvons l'État est en train de fournir certains services, notamment à sa population, à l'instar de l'eau, de l'électricité, en matière de transport. Beaucoup de ces éléments comme ça. Alors chaque fois que l'État faillit dans ce genre de ces missions, nous sentons qu'il y a absence totale de l'autorité de l'État dans la ville et sur toute l'étendue du pays. Oui, mais est-ce pour vous que c'est Ngobila qui est l'auteur de tous ces malheurs-là? Il n'y a que lui. J'ai dit au départ, quand je définissais la notion de l'autorité de l'État, que au sommet, nous voyons le chef de l'État et le gouvernement. Okay. C'est là où je viens rejoindre mon prédécesseur qui dit et qui partage à moitié... Moïse Mbouta. Monsieur Moïse Mbouta, merci. Qui dit que le problème de l'absence de l'autorité de l'État n'est pas remarquable seulement dans la ville de Kinshasa, mais c'est sur toute l'étendue de la République démocratique. Où on peut dénoter les mêmes mots, quoi. S'il y a un problème, par exemple, des transports, il y a un problème de la salubrité. Mais lorsque vous partez à Kikwita, Walikale, à Popokabaka là-bas, peut-être ils n'ont pas de caniveaux, peut-être ils n'ont pas de route. Alors comment vous voulez exprimer, vous voulez résumer la République démocratique du Congo seulement à la province de Kinshasa? Merci. Merci. Alors, on va parler de Ngobila maintenant, puisque c'est le gouverneur, c'est le patron de la ville de Kinshasa. Manque-t-il des moyens de sa politique pour assainir la ville? On va parler d'abord du projet Kinbopeto. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui ont été relevés, mais on va parler de ceux que nous voyons chaque matin, nous réveillons. Ceux qui nous sautent aux yeux, la salubrité de Kinshasa. Alors, manque-t-il les moyens de sa politique pour assainir la ville? Merci madame pour la question. Nous avons des révélations que nous allons faire aujourd'hui ici. Oui, on les attend avec impatience. Je vais dire que, si peut-être vous ne le savez pas, M. Ngobila est Néombungu, filet-ticket de l'IDPS au niveau du gouvernement. Parce qu'ils ont présenté M. Laurent Batmouna, que je salue ici, comme le candidat officiel de l'IDPS. Mais dans les officines politiques, le vrai candidat, le vrai ticket de l'IDPS, c'était M. Ngobila et Néombungu. Bien qu'il était du FCC, M. Ngobila. Bien qu'il était de l'autre côté. C'est un ami propre du chef de l'État, M. Ngobila. Et ils ont fait leur vie de l'autre côté. Donc, partant de cette idée, je dirais que Ngobila ne peut pas manquer les moyens pour gérer la ville-province de Kinshasa. Il peut en avoir. Vous avez suivi, quand mes compatriotes ont pris la parole ici, nous voyons toujours la gestion au niveau du sommet. Nous avons le président de la République. Un gouverneur, c'est un représentant du président dans sa province. Bien qu'il y a la loi sur la décentralisation, mais une loi qui reste que sur les papiers. Mais en application, si vous y percez, on ne peut pas parler de la décentralisation jusque-là ici au Congo. Parce qu'en principe, cette loi devrait être encadré et circonscrit par d'autres lois organiques. Donc, Ngobila ne peut pas manquer les moyens, il en a beaucoup. Mais il se pose un problème. Pourquoi ces retards pour réagir? Nous sommes presque à la troisième année de l'exercice. Bien sûr, parce que Kinbopeto a été lancé en octobre 2019. Pourquoi ces retards? Je me rappelle ici du combat que Mike Mukebari, mon aîné, que je salue, j'aime bien, il mène un combat noble.
quand il parlait que la ville de Kinshasa n'est pas gérée, qu'il a crié. On a fabriqué des trucs pour le faire arrêter. Il a fait 8 mois à la prison de Makala. Je vis le monsieur que vous appelez ici, permettez-moi, je n'aime pas appeler trop de pasteurs parce qu'ils nous font ce qui n'est pas correct. L'honorable Godempoy. Oui, monsieur Godempoy, parce que vous l'avez cité, qui s'est fait vanter être un détenteur de plus de 15 diplômes. Quand il est venu, il a fait ce que nous appelons les trempe-l'œil pour faire arrêter ceux qui étaient au pouvoir avant lui. Mais jusque-là, on ne sent plus Godempoy qui ont fait endormir Ngobila si Ngobila ne fait rien. Mais quel est le rôle de cette assemblée? L'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pourquoi n'interpelle-t-elle pas le gouverneur? Pourquoi les caucus des députés nationaux ont-ils entendu jusqu'à ce stade pour venir décrier la mégestion de la ville-province de Kinshasa? Je l'ai dit tout au début ici, quand nous décrions ici même et ailleurs sur votre plateau que Ngobila ne fait rien, Ngobila est en train d'endormir les Kinois, la ville est en train d'être assombrie par les immondices, mais on ne croyait pas, et quand on sortait hier, souvent on avait des SMS, des menaces pour nous dire « Yo, Okomi Taken Ngobila, tu vas nous retrouver sur votre route ». Donc, Ngobila ne peut pas manquer les moyens parce que... Juste parce qu'il est l'ami du président, comme vous l'avez dit. Non, je suis en train d'encheminer pour citer. La ville de Kinshasa est l'une des villes qui a une grande assiette en termes de recettes. Donc, Ngobila ne peut pas manquer des moyens pour faire fonctionner la ville-province de Kinshasa. Donc, c'est un problème qui se résume au niveau de la sommet. Ce que je dis ici, j'estime que mon ami et Kelly, que j'aime bien, ne va pas me contredire. L'IDPS est en train de se réveiller. L'IDPS était endormi. Ils ont compris que si vraiment nous avançons vers la fin du premier quinquennat du président de la République, là où les choses ne marchent pas, bien qu'il soit l'ami du président, il faut tenter de les écarter et mettre quelqu'un de confiance pour relever les défis. Voilà. Félix Kaïmbe, la question pour vous, c'est de savoir, est-ce que c'était aux députés nationaux de le faire? Puisqu'il y a eu hier sur la toile un communiqué comme quoi les députés provinciaux ne sont pas d'accord avec cette façon de médiatiser cette histoire. Écoutez d'abord, Madame Lilas, je pense qu'il ne faut pas dire ici que Ngobila c'est un ami du président de la République. Le président de la République n'a pas d'amis, le président de la République n'a que les collaborateurs, ça il faut le dire. Et nous sommes dans un régime semi-présidentiel, c'est que pour dire, le président de la République est au sommet, il y a un premier ministre qui gère le pays au quotidien, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a les gouverneurs, il y a les bourgmestres. Donc nous devons faire cette nuance. Dire aussi que le président Kabound n'a pas les pouvoirs ou l'attribution de parler de la ville-province de Kinshasa. Moi, je me dis, non, écoutez, un député national a un mandat national. C'est que pour dire, il peut parler de Lubumbashi, il peut parler de Mboujma, il peut parler de Matadi, il peut parler de tout ce qui se passe sur toute l'étendue de la République. Mais ici, dans ces cas précis, il faut dire que le président Jean-Marc Kabound, c'est un député national élu de la ville-province de Kinshasa. C'est que pour dire, il a l'obligation, bien entendu, de parler au nom de ses électeurs de Moamba et de dire ce qui ne va pas ici à Kinshasa pour voir comment est-ce qu'on peut rectifier le tir. Je ne vais pas aussi laisser passer cette contre-vérité lorsque l'on vous dit, écoutez, Ngobila était un candidat de l'IDPS avec Norombungu. C'est vraiment faux, c'est pas vrai. Ngobila, il faut le dire, il était gouverneur à Yumbi. Je ne sais pas si c'était encore l'IDPS qui avait présenté Ngobila comme candidat gouverneur à Yumbi là-bas. Donc ici, c'est une contre-vérité. Nous croyons tout simplement, le mieux de faire aujourd'hui, c'est de donner une ville propre aux Kinoises et Kinois, c'est le plus important. Et nous demandons que l'argent qui entre dans les trésors ou soit dans la caisse de la ville-province de Kinshasa soit affecté pour que nous puissions avoir une ville propre, c'est le plus important. Et aussi, je vais citer par là, madame, je pense pour cette question de la ville-province de Kinshasa, il est bien entendu souligné le manque de volonté dans le chef de celui qui nous dirige aujourd'hui comme gouverneur.
vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement beaucoup de projets qui ont été présentés aux Kinoises et Kinois, où on a même fait déplacer les présidents de la République, mais au-delà des projets présentés, il n'y a rien comme réalisation. Et moi, j'ai toujours posé la question, pourquoi aller vite en besogne et au finish, il n'y a rien que sur le terrain, ça pose déjà problème. Ici, nous interpellons aussi les députés provinciaux, parce que ce sont les députés provinciaux qui travaillent au niveau de l'Assemblée provinciale, qui ont le pouvoir d'interpeller M. Ngobila, qui ont le pouvoir d'interpeller les ministres provinciaux pour que ces derniers puissent bien travailler. Vous vous en souviendrez, Madame Lila, si c'est plateau, moi j'avais festigé de la manière dont l'on avait fait partie, monsieur le gouverneur adjoint, le vice-gouverneur de Mbungu. Mbungu vous dit, la question du grand marché, il n'y a pas le budget. La question de Kinbopeto, il n'y a pas le budget. Mais les députés provinciaux ont pris la décision de faire des choix à Nerombungu. Pour moi, je me disais, c'était une occasion pour que l'on puisse interpeller, bien entendu, M. Ngobila et Nerombungu, les entendre au niveau de l'Assemblée provinciale et voir si ce qu'il a avancé comme argument, c'est vrai ou c'est faux. Mais ici, nous sommes maintenant devant un fait accompli parce qu'on s'est rendu compte que ce que Nerombungu avait dénoncé à l'époque, c'était vrai. Et Ngobila est incapable de nous donner le meilleur de lui-même pour que nous puissions avoir une ville propre. Et donc, je pense que c'est une question qui est remise au niveau des députés provinciaux qui doivent jouer leur rôle. Alors, Monsieur Christian Nzungu, comme on l'a entendu ici, il y avait le vice-gouverneur qui l'avait déclaré, Nerombungu à son époque, qui avait déclaré, qui avait même prédit que cette opération Kinbopeto allait brillamment échouer. Il avait dit, ni un budget, ni un plan. Alors, moi, je me pose la question, comment est-ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, le sommet, a-t-il pu se lancer dans un tel projet, donner le go à un tel projet? Après, je pense, après c'est une observation que je fais, j'entends bien ce que dit M. Félix Kaïmi sur M. Ngobila. Oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous parlez de l'homme. Si on venait à enlever M. Gentilly Ngobila. On dit le gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville. Si on retirait le gouverneur de la ville, vous allez avoir un nouveau candidat. Il va devoir repartir sur Kinbopeto. Il va devoir changer de projet. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de voir. On a parlé, vous avez parlé tout à l'heure de volonté et envie. Le problème, c'est plus les personnes. Le problème, c'est aujourd'hui, vous représentez l'UDPS, M. Félix Kaïmi. Si vous dites qu'aujourd'hui, si on change les personnes, est-ce que Kinbopeto sera réalisé? Aujourd'hui, ce que les Congolais veulent, c'est avoir des solutions sur Kinbopeto. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaie de se focaliser sur la mise en pratique. Le projet, il existe. Mais pourquoi ça tarde? Mais maintenant, pour le mettre en pratique, c'est peut-être là où il y a le blocage. Comment mettre en pratique ce projet-là? C'est pour ça qu'il faut essayer de s'asseoir, de comprendre les réalités avec les députés nationaux et provinciaux, les réalités du Congolais, du Quinois. Comment vit le Quinois avec l'insalubrité? Comment il vit ses transports? Comment il vit les tracasseries? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on devra, nous tous, Congolais, réagir, s'asseoir et répondre. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas cibler les hommes. On a parlé de monsieur l'ancien qui a été déchu. Oui, Nerombungu. Il avait évoqué beaucoup de choses qui se réalisent. Mais l'histoire du Congo, c'est qu'on évoque toujours et après ça se produit. Oui, mais monsieur Christian, de vous à moi, Kinbopeto, ce n'est pas un ange qui nous l'a emmené, c'est sorti de la bouche de Ngobila. Si aujourd'hui on doit parler de Ngobila, c'est parce qu'au temps de son prédécesseur, André Kimbuta, il n'y avait pas le projet Kinbopeto, mais lui, il vient avec le projet Kinbopeto. Donc c'est lui qui nous lance dans ce projet-là et jusque-là 2 ans. C'est pour ça que je reviens sur le projet. On vous ramène un projet. Oui. Le projet, il existe. Oui. Le mettre en pratique pose souvent un problème. Et le président de la République a lancé ce projet-là. Le projet, c'est du gouverneur ou du président? C'est pour ça qu'il faut... Il l'a lancé. Il a lancé sous proposition du gouverneur, peut-être. Mais la question, c'est qu'au Congo, on peut avoir un projet, mais on n'arrive pas à le mettre en place. Et pour le mettre en place, il faut trouver peut-être les personnes qui peuvent le mettre en place. Donc là, il y a un problème de personnes toujours. Ce n'est pas un problème de personnes, c'est peut-être un problème de collaborateurs autour pour pouvoir réaliser le projet. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être en parler, avoir les personnes pour pouvoir réaliser le projet, parce que le projet Kinbopeto en soi, il est réalisable. Excusez-moi, vous avez la même question, maître estimé. Pourquoi est-ce que le président de la République s'est lancé dans ce projet-là? Il a des collaborateurs qui devraient lui dire que c'était un projet qui n'avait pas on va dire, de budget ni de plan. Pourquoi s'être lancé dans ça? Et dans ce projet de Zindou que vous fustigez aussi, qui jusque-là tarde. Il y a des foyers qui sont dehors, qui ne travaillent plus. Il y a des hommes et des femmes qui ne travaillent plus parce que le marché est fermé. Et tout ça, nous mettons ça dans la gestion apépriste de la chose publique. La gestion de la chose publique exige l'orthodoxie.
la rigueur oblige que, avant que le chef de l'État se déplaçât vers Bandal, lancer ce projet, il fallait que le service de la présidence analyse les projets avec le gouverneur et puisse évaluer les pourcentages en termes d'exécution de ces projets. Et ce projet n'a pas marché. On nous a emmenés au marché Zambie, où visiblement nous avons vu une opposition terrible d'intérêts, hein, ce qu'on appelle l'antagonisme d'intérêts. Et on ne se disputait pas l'exécution du projet Zando, mais on se disputait les intérêts autour de ces projets. Et le chef de l'État s'est déplacé encore. Le chef de l'État s'est entretenu avec les syndicalistes, les services de sécurité, le renseignement, tout ça. Et même la maquette du marché a été importée de la France comme si ici on ne pouvait pas le faire. 180 000 €. On a mis là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne le fait pas. On n'exécute pas. Et c'est ça, c'est ça. Mais c'est quoi le blocage? Le blocage est que la gestion est essayatoire, apépriste. Oui. On essaye si ça peut marcher. Il n'y a pas un plan bien détaillé d'exécution de projet. On essaye, question de faire du populisme, question de tirer la sympathie du chef de l'État, question de flouer le peuple. Et c'est là où j'étais tenté, hein, si je ne savais pas les attributions et la valeur du chef de l'État, je pouvais être tenté de réfléchir comme mon frère en face, dire que Ngobila est le frère et l'ami du chef de l'État. Parlons sous-entend qu'il y a une cabale, quoi. Et j'étais tenté de réfléchir comme ça. Malheureusement, je ne peux pas réfléchir comme ça parce que je connais la gestion de la chose publique. Le chef de l'État n'a pas d'amis, il n'a que des collaborateurs. Ici, la vraie question, c'est la question de l'Assemblée provinciale. Dans la gestion de la République, la théorie universelle de Montesquieu est claire. Le pouvoir arrête le pouvoir. Le gouverneur de la province est le chef de l'exécutif. Et il est sous contrôle de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, nous remarquons que l'Assemblée provinciale, au lieu de faire son travail de contrôle, de contrôler l'exécutif, elle est aujourd'hui une caisse de résonance pure et simple du gouverneur. Parce que c'est tout ce que le gouverneur fait, on ne le contrôle pas, on n'y met pas un point de vue. Allez même juste à fustiger le fait que les élus de la province de Kinshasa se sont levés pour dire non à cette mégestion de la ville de Kinshasa. À ce constat même. Et là, nous concluons vite que cette assemblée, c'est une caisse de résonance. Et c'est là où nous disons à l'honorable Jean-Marc Abound, en sa qualité de vice-premier ministre, de président d'élu de PES, il n'a pas à pleurnicher. Comme s'il n'avait pas le moyen de sa vision, qui est de pousser Ngobila à mieux faire. Il a la majorité des députés dans cette assemblée. Il n'a qu'à passer par ces députés-là pour exercer une pression. Oui, mais vous dites ça, c'est vous qui le dites. Maître estimé Dandala dit qu'il a les moyens, il a la majorité avec lui, mais c'est la même majorité des députés, la même majorité parlementaire des députés provinciaux qui se disent indignés par ses propos et qui demandent au caucus de députés nationaux de convoquer les intelligences avant de parler en public. Un commentaire là-dessus. Madame, merci. Je crois qu'on ne peut pas gérer l'État comme si on était dans une salle de répétition de théâtre. Il y a des histoires qu'il faut objectivement dénoncer. Oui. Lorsqu'il y a la salubrité, je m'inscris vraiment en faux. Je trouve mal qu'un député, à cause des intérêts partisans, puisse aujourd'hui prendre une position positive pour dire que non, là il n'y a pas salubrité, là il n'y a pas embouteillage, là il n'y a pas ravin. Il y a en fait certaines questions sur lesquelles nous devons nous faire départir de certaines casquettes politiques. Je suivis une personnalité politique ce matin qui fustigeait cette déclaration et certains députés provinciaux.
Mais certes, la ville est ingouvernée, et le pays en général. Vous ne voulez pas qu'on puisse déclarer cette ingouvernabilité? Vous ne voulez pas qu'on puisse dénoncer? Nous sommes dans quel type de pays? Ici, s'il faut rebondir dans le même ordre d'idée que le maître, vous sentez qu'il a abordé un aspect très important sur l'aveu d'échec de l'UDPS ou qui détient la majorité au sein de l'Assemblée provinciale, parce qu'il détient une prérogative de pouvoir exercer un contrôle parlementaire au cas où il y a mes gestions. Mais là aussi, il faut signaler qu'il y a à boire et à manger par le fait que, avec le système politique actuel, il faut protéger l'autorité en place, le gouverneur par exemple, parce qu'il est de notre obédience politique. Alors, dans le cas sous examen, vous aurez réalisé que peu importe l'action qui peut être déclenchée contre le gouverneur, et la majorité va bloquer parce que la logique c'est qu'il faut maintenir le nôtre parce qu'ils sont dans notre obédience politique. Oui, mais faire partir. Ceux de l'Union Sacrée ont toujours clamé haut et fort sur ce plateau, et Félix a aimé au premier que comment vous dites encore que ce n'est pas une blanchisserie, l'Union Sacrée nationale. Donc ça veut dire que celui qui fait mal, on ne le protège pas. Donc on va dire que ceux qui déclarent et ceux qui se passent, c'est contraire. C'est un blanchiment. Je pense qu'on ne doit pas mettre trop de sentiments là-dessus. Nous en avons vécu avec le cas de Zoé Kabila, un gouverneur qui avait de la vision, qui travaillait pragmatiquement, plus il avait un bilan d'ailleurs largement positif, plus que celui de Ngobila, mais parce qu'il n'était pas de l'obédience politique de l'Union Sacrée, il fallait le faire partir et maintenir ceux qui posent de sérieux problèmes, ceux qui n'arrivent pas à regarder lucidement le problème et les difficultés auxquelles la population est confrontée pour trouver des solutions idoines. Voilà. Bon, là, on attaque le gouverneur, mais écoutez, dans ce bilan-là, vous pensez que nous, la population, doit se dédouaner? Lorsque je prends ma bouteille de jus que je bois, je jette à travers la vitre de ma voiture, que je jette de l'eau sale dans les caniveaux, vous pensez que je dois être dédouané, Monsieur Mbouta? Merci madame. Avant de répondre à la question, je voudrais préciser ici, parce que j'étais incompris quand je dis que Ngobila est l'ami du chef, c'est pas par rapport à la gestion. Et d'ailleurs, il y a un principe qui dit on ne recrute que là où on a grandi. En étant chef, il ne peut pas mettre n'importe qui. Il va chercher toujours à mettre autour de lui des gens qui peuvent apporter confiance. C'est dans ce sens-là. Je ne l'ai pas dit amicalement. Quant à la gestion, il faut vraiment travailler en tant qu'autorité et subalterne. Et quant à la question, mon collègue assistant de M. Dan a bien expliqué la notion de la gestion, la notion de l'État. La ville doit être gérée. Les autorités urbaines sont là pour organiser tout ça. Bien entendu, il y a la part de la population, mais cette population doit être orientée. Cette population doit être éduquée dans ce sens-là. Mais si vous faites la ville de Kinshasa, combien de poubelles vous allez trouver? Ngobila nous a mis des chassés, mais quand on jette les immondices là et qu'il pleut, tout ce qui est comme immondice et l'eau c'est rempli dans les chassés. Et ça il n'y a pas un service qui passe chaque jour pour enlever? Il n'y a pas un service qui passe chaque jour pour enlever. Depuis que l'Union européenne est partie avec son service, jusqu'à maintenant, il se pose un problème d'immondice. La gestion de la ville de Kinshasa relève actuellement d'une haute politique pour s'en sortir, même quand il va fustiger l'insécurité. Mais madame, j'ai vu autour de lui, il y avait des juristes, mais lui-même étant un étudiant aussi en droit, mais je parle de M. Kabound, je ne sais pas comment ils n'ont pas compris. Mais la sécurité de la ville relève de la police nationale. La police nationale est directement dirigée par le gouvernement central. Mais quand il va fustiger ça, je n'ai pas compris. Est-ce que je dois m'allier avec ce que les députés provinciaux viennent de dire, que ces députés, avant de faire les déclarations, ils doivent chercher les intelligences et réfléchir pour eux et avant de faire ça. Parce qu'il y a des méli-mélo de ces côtés-là. Même quand ils parlent qu'il y a des constructions anarchiques, mais qu'il aille lire la loi congolaise, c'est l'urbanisme, mais qui alloue les espaces sur l'étendue nationale pour tel ou tel autre usage, n'est-ce pas? Le gouvernement central via son... Mais bien sûr, parce que peut-être vous n'avez pas lu son interview sur Radio Okapi, il a classé
les responsabilités selon le gouvernement central, où il y a des ministres sectoriels qui sont responsables, le gouvernement provincial et nous, la population. Ça, c'est resté dans les cahiers. C'est resté de lettres mortes. Il y a ce que nous appelons en Sciences Po, il y a chevauchement de compétences. Même il dit ça, mais prenons le cas du marché central. Nous avons vu le président de la République descendre. Et ce que nous appelons le projet ici, Kin Bopeto, que les autres appellent actuellement Kin Salité. Nous avons vu le président de la République descendre. Mais on me dira aujourd'hui que ce projet, et je parle du projet des ans de grand marché central, est bloqué au niveau de la présidence par le conseil à la présidence. Kengobila n'a rien à voir, c'est ça. Donc, vous voyez, malgré qu'il a essayé d'étaler et de partager les compétences à chaque niveau, mais c'est la pratique. C'est pas ça, madame. C'est pas ça qui s'est fait. Il y a toujours chevauchement de compétences. Donc, moi je dis que, en principe, comme réfléchissait mon frère en face, et vous en avez 3, hein, des frères en face. Lequel? Je parle de... Maître estimé. Maître estimé, oui. Donc, en principe, M. Kabou ne peut pas dire ça, parce que ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc quand on est au pouvoir, on se tait. On n'a pas fustigé ce qui se passe. Pourquoi, j'allais dire, pourquoi ne pas appeler Ngobila et dans les bureaux et parler ce que vous faites là n'est pas vraiment correct. Faites ceci, faites cela. Madame, il y a des calculs politiques. Mais maintenant député provincial pour appeler Ngobila. Non, je ne parle pas de ce sens-là. Je parle en tant qu'autorité, en tant que le président du parti au pouvoir. Madame, moi je suis un politologue de formation. Je sais ce qui se passe dans les officines. Oui, mais n'empêche, mais Ngobila dit d'autorité au pouvoir, mais Ngobila est du PPRD, non, c'est ça? Il est du PPRD? Non, Ngobila n'est plus du PPRD, madame. Je dois le dire combien de fois que Ngobila aujourd'hui n'est plus du PPRD. Officiellement, mais officieusement, Ngobila n'est pas du PPRD. Il y a des calculs politiques qui se font déjà de part et d'autre. Voilà, donc maintenant il y a une opinion, une grande opinion là, qui dit Ngobila doit partir. Il y a même on va dire des choses, enfin des écrits qui circulent un peu sur les réseaux sociaux. Ngobila dégage. Oui, Ngobila dégage, on n'en veut plus dans cette ville et tout. Alors moi ma question c'est de savoir, est-ce qu'on doit arriver à cela? Oui, c'est vrai que tout à l'heure vous avez dit que les problèmes de personnes, non. Est-ce qu'on doit arriver à dégager Ngobila pour voir clair? Je vais répondre par une métaphore. Oui. En général, on veut que la personne part. Quand la personne part, on regrette la personne. C'est pour ça que je dis le projet peut être bon. Mais là, vous avez parlé tout à l'heure de la population. Est-ce que la population quinoise est éduquée? Est-ce qu'il y a du civisme? Et ça relève de qui? Et ça relève des autorités, de la population, de travailler en synergie. On doit expliquer à la personne que quand tu manges, tu termines, tu trouves un endroit où tu jettes ce que tu viens de manger. Et ça aussi, ça doit passer par des contenus éducatifs à la télé, des messages. Mais le changement de mentalité, il y a toute une structure pour ça. En fait, le problème c'est qu'on doit pas repartir de la base, parce que éduquer des personnes adultes, c'est perdre du temps. Si on éduque les plus jeunes, pour l'avenir, c'est possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un gros problème de civisme au Congo. Une personne, il n'y a même plus de courtoisie. Je vous cogne, je ne m'excuse pas, je passe, c'est normal. C'est pas normal. Mais maintenant, si on se base sur des personnes âgées, on perdra du temps. Si on se base sur les moins de 16 ans au Congo, on va gagner du temps. Mais aujourd'hui, pour pouvoir faire partir une personne, il faut faire son bilan. Et dans le bilan, on ne va pas inclure que le gouverneur. On va inclure tous les collaborateurs autour. C'est pour ça que je dis, la déclaration de M. Jean-Marc Aboun, il a fait 2 déclarations. Une et une autre sur Radio Kapi. Et sur celle de Radio Kapi, c'est un peu plus atténué. C'est plutôt une question de forme et de fond. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, c'est quand il nous dit que quand on est dans une union sacrée, on ne doit pas parler. On doit dire... Non, je n'ai pas dit ça. Peut-être que vous m'avez mal compris. Mais dans une famille, quand ça ne va pas, on peut le faire soit en interne, mais après on est en politique. En politique, des fois, il faut dire les choses que certains ne voudront pas entendre. C'est peut-être dans le... C'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer la forme et le fond. Mais quand on écoute la première interview de M. Jean-Marc Aboun, il était plus virulent. Sur celle de Radio Kapi, il a tenu un peu ses propos au clarifiant. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'apporter des solutions. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a envie, volonté et envie? Parce que le projet Kin Bopeto, j'y ai cru. C'est pour ça que je suis même revenu au Congo. Et quand je suis sur place, je constate que c'est autre chose. Félix Kayembe, le général de la police, Sylvano Kasongo, comment trouvez-vous ces actions menées sur terrain pour venir à bout de l'insécurité?
Merci beaucoup, Madame Lilas. Mais je vais dire une chose par rapport à l'intervention des Christians. Je pense qu'on ne peut pas avoir un projet sans le capital humain. En gestion des ressources humaines, pour arriver à trouver une solution, soit un résultat, il faut que vous puissiez avoir le capital humain. Vous pouvez avoir une vision, vous pouvez avoir de l'argent et des matériels, mais ce sont les hommes et femmes qui vont exécuter cela. Et donc ici, lorsque nous parlons de M. Ngobila, parce que c'est lui qui nous a apporté la vision et c'est lui qui devait réaliser la vision. Là, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je tiens aussi à dire... Monsieur Félix, je vais juste clarifier très vite et ensuite je vous laisse la parole, si vous me permettez. Quand vous parlez de vision, pour faire un projet, il faut un business plan. Les capitaux humains, on le calcule dans le business plan. C'est pour ça que j'ai précisé, il y a la volonté du projet, mais la mise en pratique, au Congo, c'est là où on s'arrête. Merci, je vais vous dire une chose. Je suis un financier de formation, je connais comment monter les projets. La première des choses, c'est la conception de l'idée. La deuxième des choses, c'est la décision qui doit être prise. Et la troisième des choses, c'est l'exécution. Okay, dans les projets. Et celui qui doit exécuter la vision ou les projets, c'est l'homme. Vous pouvez avoir une idée, bonne soit-elle, vous pouvez avoir la décision, mais il faut passer maintenant la décision, c'est-à-dire vous analysez les pour et les contre, si ça doit être rentable ou pas rentable. Et la troisième des choses, c'est l'exécution. Et lorsqu'il faut exécuter, que la personne ne l'exécute pas, donc pour dire, bon projet soit-il, ça doit échouer. Deuxièmement, je vais dire ceci. Mon cher ami Dan, chef des travaux, écoutez, il ne faut pas faire de l'amalgame ici. Lorsque vous dites que les gens... Vous êtes assistant? Assistant, merci. Voilà. Lorsque vous dites qu'on a fait partie Zoé Kabila de Tanganyika parce qu'il était de l'Union sacrée, c'est faux, archi faux. Parce qu'il n'était pas. Parce qu'il n'était pas de l'Union sacrée. Mais je ne sais pas, en Mbujimayi, au Kassai oriental, lorsque les députés provinciaux ont fait partie... Maouija Djounès, est-ce que Djounès n'était pas de l'Union sacrée? Je vous informe qu'il est de mon parti politique de l'IDPS et les gens n'ont pas créé. Écoutez, nous devons taire ces débats-là. Ici, nous avons l'obligation du résultat, comme on dit. Lorsque une personne exerce les fonctions de l'État, une personne est ministre DG, nous devons être, nous, peuple congolais, permettez-moi la tautologie, exigeants par rapport aux résultats. Ici, nous sommes habitués à une personne qui gère une entreprise, qui est ministre, comme si la personne était devenue actionnaire. Ça, en tout cas, nous devons faire cette imitation. Écoutez, mon cher ami, par rapport à monsieur l'inspecteur provincial de la ville provinciale de Kinshasa, moi je pense que ça devient de trop. Ça devient de trop. Vous allez voir ici, on a tué un étudiant qui était dans une séance de travail pratique, je vais dire, mais le monsieur a perdu la vie comme ça. Comme si cela ne suffisait pas, 2 semaines après, c'est un autre policier qui tire dessus. Encore, je ne sais pas s'il y a un policier. Oui, il tire pour une histoire de cache-nez. Pour une histoire de cache-nez. Et donc, je dis, au niveau de l'inspection provinciale de Kinshasa, ça pose problème. Il n'y a pas aussi un leadership. Les gens commencent à réclamer aujourd'hui, je ne fais pas la publicité, de M. Kanyama. Vous voyez, madame, à l'époque, lorsque Kanyama était ici, les gens avaient quand même peur de faire certaines choses. Bien qu'il avait un peu les débordements, mais on sentait qu'il y avait le pouvoir. Madame, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Oui, nous sommes victimes, nous avions perdu notre compatriote. Nous demandons à ce que les ministres des Affaires étrangères puissent tenir un point de presse. Pourquoi pas rappeler même notre ambassadeur qui est en Inde, ici chez nous, parce que nous devons répondre à la hauteur de la provocation que nous avions subie de la part des Indes. Mais ici, hier, j'ai suivi les gens qui sont allés piller les magasins des Indiens. Ouais. On ne peut pas être juge et parti. Les juristes les savent. Nous avions pleuré notre compatriote, mais il ne faut pas attaquer les individus. Donc je pense que monsieur l'inspecteur provincial de la ville provinciale de Kinshasa, monsieur Kassongo, doit faire un travail pour éradiquer d'abord ce qui se passe au niveau des rangs des policiers. Il n'y a pas plus tard, je crois que c'était la semaine passée, où il avait convoqué tous les policiers au stade des Martyrs pour ce qu'on appelle la causerie morale. Mais juste après cela, nous sommes en train de voir encore des bavures sur le terrain. Donc je demande à ce qu'il y ait un changement. Je chute en disant, madame, regardez même le roulage, comment est-ce qu'il tracasse les gens. Vous avez un véhicule,
vous êtes incapable de vous déplacer avec votre propre véhicule. Pourquoi? Parce qu'on doit vous créer des infractions. Une infraction qui n'a ni test ni quai. Donc de ce côté-là, il faut qu'il revoie beaucoup de choses. Alors, il y a une rumeur, maître estimé, il y a une rumeur selon laquelle, moi quand je suis dans un taxi, mes oreilles circulent hein, partout. Je fais semblant d'être dans mon téléphone, mais j'écoute beaucoup. Et la rumeur dit que les deux personnalités, Kasongo, Ngobila, sont en train de saper l'exaction du chef de l'État avec un but précis. Alors, pour vous, on doit y accorder un certain crédit? Bon, avec les si, on peut mettre toute la République dans une bouteille. Je n'aimerais pas tabler, donner une valeur sur les suppositions. Oui. Moi, je voulais analyser les palpables. Et analysant les palpables, je prends d'abord le cas du général Kasongo. Vous savez, la situation dans laquelle se trouve le général Kasongo aujourd'hui, c'est une situation, si vous vous mettez dans ses bottes, c'est une situation très difficile. Le général Kasongo n'a pas comme mission de former la police. Il y a l'académie de la police, dirigée aujourd'hui par le général Kanyama, qui a pour mission de former la police. Et cette police formée par cette académie est mise à la disposition de chaque province. Et maintenant, regardez, là où les responsabilités sont partagées entre la République et nous, la population. La police a pour mission de maintenir l'ordre public et protéger la population et leurs biens. Alors, la population, la police est recrutée parmi la population. Regardez maintenant le réflexe qu'a généralement nos familles. C'est l'enfant qui est le raté de la société qu'on envoie dans la police. Et on oublie que celui-là dans la police va pour maintenir l'ordre public. Alors au lieu d'envoyer à l'académie de police les meilleurs de nos enfants, on envoie les têtes cassées, les ratés de la société, les désespérés. Et quand vous avez un enfant qui est Koulouna, vous dites, au lieu qu'il fasse les Koulouna, arrêtez l'armée à la police. Et un citoyen déjà comme ça, raté de la société, comment va-t-il servir la République sous le drapeau? Donc c'est un problème de recrutement. Et maintenant, quand on recrute les gens comme ça, des fois, moi j'ai eu mal quand j'ai vu l'audience du meurtre de notre compatriote étudiant de l'UNIKIN. On pose la question simple à cet agent de police. Tu es de quelle unité? Et il ne savait pas s'il était de quelle unité. Tu as quel grade? Il ne sait pas. Tu as fait quelle sous-siète? Il ne sait pas. Et maintenant, ce sont des gens comme ça qu'on met à la disposition des Kasongo pour maintenir l'ordre public. Alors, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est pourquoi il essaie de faire avec ce qu'il a. Mais la responsabilité en général est partagée. C'est la question de la République. Parce que dans les missions traditionnelles de l'État, l'État a comme mission de maintenir l'ordre public. Et c'est à ce niveau-là que le président de la République, le gouvernement à la tête que se trouve Sama Lukonde, devait, en collaboration avec ses collaborateurs, Premier ministre de l'Intérieur et autres, essayer de modifier les critères de recrutement au sein de l'Académie de police. Monsieur Den, on dit que lorsque, ça c'est toujours les rumeurs, hein, lorsque le Kabound parle, c'est le chef qui le fait. Quand on dit chef, c'est le président de la République. Alors doit-on se dire par là que c'est Félix Tshisekedi qui a exprimé son ras-le-bol? Madame, sans me fier aux rumeurs, en fait, je me réserve de tout commentaire parce que je ne peux pas quand même me permettre d'émettre un avis sur des rumeurs. Mais je crois que Kabound, c'est quelqu'un qui a une certaine indépendance d'esprit. Il n'est pas une sorte de marionnette du chef de l'État parce qu'on voit des fois qu'il lui arrive d'émettre des opinions qui vont même à l'encontre de nos amis qui restent sous le bois. Et ça crée parfois une certaine frustration
pouvant amener certaines personnes à dire que Kabound a quitté peut-être l'Union sacrée. Donc je ne partage pas cet avis. C'est quelqu'un qui a toujours exprimé certains de ses avis qui sont indépendants, sans aller trop vite en besoin. Aujourd'hui, par exemple, ce qui sera le deuxième sujet, l'initiative prise par Sama Lukonde. La première personne à aborder sur cette question, sur le train de vie des institutions de l'État, c'était Kabound. Donc, il ne faut pas à chaque fois faire des Kabound et des Kabouya. Les émissaires du chef de l'État. Les émissaires du chef de l'État, parce que ce sont quand même des adultes, des intellectuels, et puis ils gèrent de grandes personnalités. Alors, on va repartir. Ah, vous avez... Ok, finissez. Un peu discuter d'une question avec M. Feli. C'est bien de dénoncer aujourd'hui des tueries par le fait qu'il y a trouble à l'ordre public sur le plan de la tranquillité et de la sécurité. Les policiers sont en train de tuer. Mais quand vous sentez sa façon de parler, vous sentez qu'il y a une sorte d'exonération du pouvoir central dans ça. Et quel est le rôle, quelle est la part des responsabilités des ministres de l'Intérieur sur le plan central? C'est comme si c'est la ville de Kinshasa, avec ces différents ministres provinciaux, qui géraient seulement la police, qui géraient seulement certaines questions. Alors que le gouvernement central aussi est impliqué. Tout à fait. C'est comme si c'est une exemption. Alors là, ça on ne se les partage pas. Et s'il faut revenir sur, vous avez dit, la responsabilité de nos populations sur le plan de la salubrité. Madame. Et même l'insécurité. Parce que des fois, on a des enfants sous Kouloun à la maison, mais on les protège. Et quand on sait qu'on entend que tel a fait ça dans le quartier, 2 individus plus loin, on est conscient que c'est son propre enfant qui a fait ça, mais on se tait. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça même la quintessence de la question de l'absence de l'État. Parce qu'il y a d'abord franche collaboration, ça il faut le dire, entre les criminels et la plupart de nos policiers. Et nous le voyons. Aujourd'hui, les policiers sont devenus encore un objet d'insécurité parmi nous. Je préfère peut-être faire face aujourd'hui à un Koulouna qu'à un policier. Prenez les cas de la perception de, je ne sais pas, qualifier ça des taxes ou quoi, ou d'amende. Oui, au cache-nez. Un policier qui vous arrête comme ça, et il perçoit 5 000 d'amende. Et en contrepartie, il ne vous remet pas la quittance. Cet argent-là, vous êtes sûr que c'est... Ça entre dans le trésor. Dans le trésor public? Non. Vous sentez que là, on donne une large compétence aux policiers de pouvoir percevoir les amendes comme ce qui ne devait pas être fait. Alors, tout ça, vous allez dire que c'est Ngobila, avec son système. Non. Alors, les solutions, on va passer directement aux solutions pour chuter avec le deuxième sujet. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interpeller ou bien il faut sanctionner les autorités administratives? Madame, je pense à mon humble avis que le problème d'abord, c'est un problème d'homme, c'est un problème de personnalité. Nous avons un problème sérieux de leadership. Ça veut dire que nous, en principe, on devait avoir des dirigeants qui maîtrisent les problèmes en dehors, qui ont étudié les problèmes en dehors du pouvoir. Et quand vous venez, vous apportez des pistes et des solutions. On n'a pas besoin des stagiaires, de gens qui ont été élus gouverneurs, sans vision, parce que seulement ils ont adhéré à l'Union sacrée, parce que seulement ils sont de l'obédience politique à l'époque du FCC. Alors du coup, vous voulez qu'un tel gouverneur qui a accédé au pouvoir par la corruption ou bien par la lutte menée par son parti politique soit redevable devant la population? Non, mais c'est sur base de quelle vision? C'est sur base de quelle vision? Maître, solution. Comme solution, en ce qui concerne la situation qui sévit dans la ville, pour la gestion de la ville province de Kinshasa, vous allez remarquer que le gouverneur de province, en composant son gouvernement, il l'a composé avec beaucoup plus de députés. Et la conséquence est qu'il a remis, les suppléants sont devenus des députés. Alors si on interroge les niveaux, le quotient intellectuel de la plupart de ces suppléants-là, il y a sujet à caution. Il y a sujet à caution. C'est pourquoi le gouverneur lui-même s'est tiré une balle dans les pieds. Il a fragilisé son action. Et la solution pour moi, c'est que les députés provinciaux doivent cesser d'être une caisse de résonance. Mais en même temps, je dois avouer que ce n'est qu'une conséquence logique parce que le titulaire du mandat est ministre. Il y a un devoir de redevabilité. Et là, il doit protéger celui-là. Mais ça ne court pas à l'avantage de la population. On doit revoir et nous devons stimuler l'UDPS qui est majoritaire dans cette assemblée de taper dessus pour que le contrôle soit effectif. Et s'il y a lieu
d'échanger le gouverneur parce qu'il n'arrive pas à se réveiller si vite. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Félix Kayembe. Merci beaucoup, madame. Je tiens à dire ici que la responsabilité est partagée. Je ne suis pas en train de donner le ministre de l'Intérieur. Il est là pour sécuriser la population congolaise parce que la police est sous tutelle du ministre de l'Intérieur. Je demande aussi à Dan d'être un peu modeste. Il ne faut pas parler des gens, des combattants qui restent sous les bois, comme si c'était, je ne sais pas comment. Ce sont des gens qui ont milité dans ces pays, qui font bien leur travail, et donc nous leur devons de la considération, du respect. Je suggère à ce que les lois de la République soient appliquées, madame. C'est le plus important. Parce que ici, s'il faut commencer à interpeller les gens d'une manière ou d'une autre, vous n'allez pas avoir les résultats. Nous devons avoir les lois qui doivent être appliquées d'une manière sévère, qu'il y ait des sanctions positives et des sanctions négatives, et vous allez voir que les choses vont changer dans notre pays. Nous sommes là en train de contempler, constater impuissamment certaines bavures par la simple raison on ne veut pas appliquer les lois. Si nous allons appliquer nos lois de la République, si on doit appliquer les règlements des différentes institutions, vous allez vous rendre compte, madame, que chaque personne doit se mettre à la place. Il y a même certaines personnes qui ne sont pas compétentes, mais qui veulent juste avoir une place de choix dans la société, mais donner les meilleurs pour que les Congolais et Congolais se retrouvent. En tout cas, ça devient un casse-tête. Monsieur Moïse Mbouta, votre solution? La solution, madame, nous devons éviter ce que nous appelons les parrainages politiques. Si nous sommes là, c'est là où je rejoins mon ami. Il se pose un problème de parrainage politique. Connaissant mon ami me connaît bien, Félix qui est là. Bien que Moïse ne maîtrise pas tel domaine, une fois que Félix sera ministre, il va appeler mon cher ami, venez, c'est notre temps, c'est ce qui nous cause du tort aujourd'hui. Nous devons appliquer le principe de la méritocratie. Celui qui mérite, il peut être là pour faire avancer le pays. Ce que nous subissons, c'est ça, les conséquences des parrainages politiques. Donc, cherchons des hommes qui ont la vision et des managers aussi. Surtout la moralité. La moralité aussi, merci. Des gens capables qui peuvent venir booster les choses et travailler autrement. Donc, c'est ce qu'il nous faut. Monsieur Nzungu, votre solution? La solution au niveau de la police, déjà, ce serait un recrutement meilleur, une formation des policiers et aussi le discernement. J'ai vécu il y a 2 jours au boulevard un roulage à moto qui nous ont suivis en voiture. Quand il a suivi, j'ai vu qu'il suivait. On était avec un ami belge en voiture. Il a cru que l'ami était juste avec un chauffeur. On tourne, il nous regarde. Les vitres étaient teintées, donc il ne nous voit pas dedans. Je dis au chauffeur, vérifie que tout le monde a son masque, parce qu'il va nous suivre. Il nous a suivis sur le boulevard. J'ai dit, si on reste sur le boulevard, ils sont 4 roulages. Ils vont mieux nous compliquer. Prends une route intérieure, arrête-toi que là. On s'est arrêté. Permis carte rose. Monsieur, dites-nous quelle est l'infraction. Taisez-vous, je ne vous parle pas. Je dis, c'est moi qui suis responsable du chauffeur. Si vous arrêtez le chauffeur, c'est moi qui prends. Donc c'est à moi que vous parlez. Permis carte rose, dites-moi l'infraction. Intimidation, il appelle 2 sous-siètes. 2 policiers de la société. Venez. Ils arrivent, je dis, dites-nous l'infraction qu'on a commise. Les 2 policiers ayant du discernement ont dit, bah ça allait le côté. On lève la moto et partent. Mais maintenant, une personne lambda qui tombe sur un policier qui n'a pas de discernement, c'est très compliqué. Ça devient une tracasserie. C'est pour ça que je dis que c'est une question de formation. Le général Silvano Kasson ne peut pas tout gérer. Il aura beau essayer, mais il y a des éléments qui sont incontrôlables. Tout ça part dans le recrutement et la formation. Pour revenir sur ce que dit M. Moïse, le parrainage politique nous dessert en fait. Il a parlé de méritocratie, moi je parlais de compétence. Je peux être ami avec vous, si vous n'êtes pas compétent, je ne donnerai pas le poste. Ça, on doit apprendre à se faire violence au Congo. Je ne te donne pas un poste parce que j'ai une dette morale. Okay. Tu peux être mon ami, si tu n'es pas bon en finance, je ne te mets pas en finance. Mais ça, on n'arrive pas encore à le faire. C'est pour ça qu'il faut des personnes de probité morale. La probité morale et l'intégrité va peut-être aider le Congo de demain. Christian, je voulais ajouter une chose si vous me permettez. Madame Lilas, je pense que le plus important, tout se joue au niveau des recrutements aussi. Nous avions assisté une fois dans une conférence avec les autorités policières et les militaires. J'avais moi-même suggéré à ce qu'on peut recruter seulement celui qui a même un diplôme d'État. C'est très important. Parce qu'une personne qui a un diplôme d'État, l'on suppose que la personne a de la matière,
la personne est capable dans la moralité, mais de recruter tout le monde, ça pose problème. Mais c'est comme Maître le disait, c'est sans les ratés, comme on dit, bien que je n'aime pas trop, je n'affectionne pas trop ce terme, mais ce sont généralement ceux dont on n'a plus espoir dans nos familles, qu'on jette dans la police comme ça, et c'est pas normal. Alors on va commencer avec, oui, il nous reste quelques minutes juste pour avoir votre avis sur cette proposition qui sera déposée aujourd'hui même au Conseil des ministres par le Premier ministre Sama Lukonde sur la baisse de frais de fonctionnement, la baisse des salaires plutôt de ces ministres. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la parole. C'est vraiment une question très sensible qui fait couler la salive de l'âpre. Je me dis personnellement, est-ce que ça, ce n'est pas une façon aujourd'hui, parce que la question a été déjà abordée autrefois par l'honorable Jean-Marc Aboud, mais je me dis c'est une façon aussi de prendre en considération le discours du cardinal Fridolin Ambongo qui estime que les dirigeants vivent dans l'opulence pendant que la population est croupie dans la misère. Madame, s'il faut bien voir, ce serait vraiment un projet, une proposition, si une fois avalisée au Conseil des ministres, va considérablement contribuer au budget de l'État ou bien contribuer dans beaucoup d'autres secteurs. Mais seulement que je perçois ça trop restrictif dans la mesure où ça ne concerne que le gouvernement. Alors que si vous partez à la présidence, la présidence a plus de 1000 conseillers, madame. Lorsque vous venez à la primature, outre les conseillers et les salaires de lui-même, le Premier ministre, il a plus de 500 ou 600. Et chaque ministre a de personnel, des conseillers à outrance. Alors, cette proposition permettrait aussi, pourquoi les gens aujourd'hui veulent se fier en politique? Mais c'est parce que c'est là où on s'est fait une classe de bourgeoisie. Ça serait une proposition qui va devoir décourager certaines personnes, parce que même aujourd'hui, un professeur d'université a envie d'être ministre dans notre... alors qu'ailleurs ce n'est pas. Et même vous ne me dites pas qu'en passant sur ce plateau ici, c'est pas vous ne prévoyez pas de vous projeter dans un avenir politique. C'est ça le problème. Ailleurs, pendant que l'État crée par exemple un environnement propice aux entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur aujourd'hui qui il n'a rien envie il n'a rien envié. Alors on ne devient pas milliardaire ou millionnaire tout en étant ministre, à moins que vous soyez voleur. Vous voyez, nous en avons vu le cas ici avec l'Assemblée nationale lors de la proclamation du gouvernement de Warrior. Vous sentez que vous êtes député déjà à l'Assemblée nationale, mais vous vous acharnez seulement parce qu'on ne vous a pas nommé ministre. Ça veut dire que là, c'est une sorte de... On s'est fait de l'argent. Cette proposition-là découragerait certaines personnes de ne plus avoir la conception antique ou classique consistant à faire de la politique du gouvernement une place de... Maître, bien qu'on ne nous ait pas dit de diminution de combien, mais que pensez-vous déjà? C'est un instant pas en avant? C'est un grand pas en avant, parce que la diminution, la production des taxes, des recettes de la République servent beaucoup plus au fonctionnement des institutions, à pratiquement 80% qu'aux besoins de la population. Si il arrivait que cette réduction fasse l'inverse et que le train de vie des institutions puisse beaucoup plus diminuer sur le plan budgétaire, je pense que le reste d'argent pourra être déversé dans l'effectivité du slogan « Peuple d'abord », pour qu'on voie ça dans l'assiette de la ménagère, qu'on sente que le peuple d'abord est en action. Et pour désinquiéter monsieur l'assistant, Dan, je voulais dire que cette mesure a pour conséquence directe dans le cabinet. Parce que aujourd'hui, je pense que les ministres doivent toucher entre 13 000 et 10 000. De 6 à 12 000. Et si on quittait de 12 000 à 2 000 $, tu vois qu'il ne voudra pas que son directeur de cabinet touche beaucoup plus que lui. Il aura 500. Et cela va aussi aider les gens, motiver les gens à quitter la paresse intellectuelle. Les gens sont devenus tellement paresseux que ils sont dans des... Oui, il paraît qu'il y en a qui ne produisent même pas une seule note technique. Ils ne produisent rien et les gens sont dans des officines politiques et ce qui fait qu'un professeur des universités a envie beaucoup plus être directeur de cabinet d'un moins titré académiquement que lui. Il envisage beaucoup plus être un conseiller quelque part et des fois, le temps de donner cours, il n'en a pas.
et nous avons fragilisé notre système. Ce sont les pauvres assistants qui doivent donner cours. Et ce sont les autres, les pauvres assistants, des fois qui n'ont pas encore beaucoup plus d'expérience et de maturité en la matière, et c'est là nous avons fragilisé. Moi, je pense que cette mesure doit passer et elle est salvatrice pour notre République. Félix Kayembe, est-ce que, oui, un certain train de vie, il faut dire que lorsqu'on gagne entre 12 000, entre 6 000 et 12 000, ça veut dire que même son épouse vit dans ça, les enfants vivent dans ça. Alors lorsque Sama Lukonde parle de baisser ce salaire-là, dites-moi, vous pensez que ça fera l'unanimité de ces ministres? Madame Lilas, moi je suis très content parce que je me dis d'abord c'est une décision salvatrice. Il y a un professeur qui nous donnait le cours de finances en deuxième licence qui nous disait le revenu national est très mal partagé. C'est que pour dire il y a des gens qui touchent énormément, beaucoup d'argent et d'autres touchent moins. Regardez un enseignant qui vous touche 200 $. Il vit comment? Il paye sa maison comment? Il scolarise ses enfants comment et tout. Et il y a quand même un ministre qui vous touche 12 000 $. C'est là, hormis certains avantages liés à sa fonction. Oui. Moi, je me dis c'est une bonne décision et aussi pour décourager certaines personnes de faire la politique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait la politique, une fois que l'on est nommé quelque part, on dit c'est mon tour, je vais faire beaucoup d'argent et puis acheter des maisons et tout. La femme du ministre doit comprendre que son mari ministre, c'est un serviteur de la République. Et lorsqu'on est serviteur, on se sacrifie à la place de la population. C'est très important. Cette décision, le président de la République lui-même en avait parlé pour que l'on puisse revoir les trains de vie à la baisse. Cela doit permettre à ce que cet argent-là soit affecté dans d'autres domaines pour que nous puissions faire face aux problèmes qui sont tous les nôtres. Regardez même par rapport à la baisse des billets d'avion. Aujourd'hui, moi je me dis, ça fait partie bien entendu du social. D'où chez nous à l'IDPS, nous parlons toujours du peuple d'abord. Quelqu'un qui pouvait quitter Kinshasa pour aller à Goma, aller-retour, dépenser 800 $ ou 900 $. Mais aujourd'hui, c'est autour de 400 $, aller-retour. Moi, je me dis, les 400 $ qui restent là peuvent être affectés même dans les ménages, soit payer les études d'un étudiant. Donc, je pense que la décision qui est prise, tous les ministres doivent comprendre qu'ils sont au service de la population congolaise. Mais il ne faut pas se limiter seulement au niveau du gouvernement. Il y a les députés qui sont là, madame. Il faut aussi aller dans les portefeuilles, les DG. Il faut aller aussi dans les consuls, les ambassadeurs. Il faut voir aussi les gouverneurs. Lorsque l'on doit... La présidence y compris, c'est parce que le président de la République lui-même en avait parlé. Je pense que lorsqu'on doit toucher toutes ces institutions-là, madame, et donc les gens vont préférer aller même enseigner que d'aller faire la politique. Moïse Mbouta, maintenant que c'est le gouverneur, déjà c'est une proposition, hein, on ne dit pas que ça a été adopté comme tel, mais déjà que le Premier ministre a fait cette proposition, vous pensez que le directeur du cabinet du président aussi va emboîter le pas? Madame, nous devons être réalistes. Mon ami à côté le disait tout à l'heure, au Congo nous avons un problème. Vous avez des projets, vous avez ça, mais pour mettre en application, c'est là où il y a un sérieux problème. Le gouvernement ici n'est pas à son premier coup d'annoncer des mesures ou des projets. Je vais parler ici, quand ils ont parlé, on va baisser les prix des surgelés. Depuis qu'ils ont parlé de ça, ça fait plus de 2 mois. Si vous faites un tour à la cité ici, rien n'a encore... Il y a déjà un compromis par rapport à ça depuis plusieurs. Ça fait déjà un mois. Ça, non, il y a un compromis parce que je reconnais avoir débattu ici avec vous. Je reconnais avoir débattu avec vous ici, ça fait déjà plus de 2 mois. Mais je vous informe qu'il y a déjà un compromis. Il n'y a pas de signe là-dessus. Même la question de la baisse des vols ici sur l'étendue nationale. Mais ce n'est pas encore officiel, ce sont des promesses. Donc, nous nous retrouvons en face d'un gouvernement qui a plus les intentions et les promesses, mais concrètement, il n'y a rien qui se fait. Mais si nous voulons, s'il veut que le train de vie des institutions ainsi que des animateurs soit revu à la baisse, mais il faut partir d'abord à la présidence. Pourquoi on doit attaquer les serpents au milieu? Il faut aller à la présidence. Aujourd'hui, si vous allez à la présidence, M. Kabila a laissé 450 conseillers, mais aujourd'hui, ils sont à 1021 conseillers. Un simple assistant à la présidence touche à la fin du mois 3200 $. Mais demandez mon collègue en face, ici mon collègue assistant, c'est nous qui formons ces gens-là, les députés, les présidents de la République. Parce que tout se passe par nos mains.
même M. Félix en face ne va pas me contredire. Vous également, avant de devenir journaliste, vous êtes passé par les enseignants. Mais demandez mon collègue en face combien gagne un assistant qui enseigne tous ces mondes-là. Donc, il se pose déjà un problème. Nous ne devons pas directement voir que au niveau des ministères, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, madame, mais M. Sama Lukonde doit être clair, bien que c'est une proposition, mais quand il veut parler de ça, il faut nous dire clairement quelle est la tension salariale entre le Premier ministre, vice-premier ministre, les ministres et les vice-ministres. Ils gagnent combien et ils vont réduire à combien. C'est ça aussi l'orthodoxie de la gestion de la République, la transparence dans la gestion. Aussi longtemps que nous n'avons pas ces informations, il nous serait difficile de croire à ce que Sama Lukonde est en train de dire. Soit ça serait comme ce que Matata Ponyo a fait. Et je parle d'abord du troisième élément. Le troisième élément, quand ils vont réduire ça, les lieux d'affectation de cet argent. C'est la question que j'avais pour M. Christian. L'affectation de cet argent. Sinon, ça sera ce que Matata Ponyo a fait avec l'opération de la bancarisation. Nous l'avons produit ici. Or, derrière ça, il y avait une autre vision, c'est de centraliser l'entrée de tous les moyens pour lui permettre aussi d'avoir la main sur ça. Donc, je chute pour dire que, madame, nous saluons avec réserve la mesure. Donc on les salue beaucoup. Hein, nous saluons avec réserve. Moi, je parle avec réserve. La mesure parce qu'il se pose un problème de la mise en pratique de tout ce qu'ils prennent comme mesure ou décision. D'après vous, c'est vrai, cet argent, on ne sait pas combien, si c'est peut-être un 1000 enlevé à chaque ministre, est-ce que le fait même que ce soit affecté au trésor public, vous pensez que ça va améliorer quelque chose? En fait, déjà, c'est une proposition. Après, au Congo, on sait que la proposition ne peut ne pas aboutir. Donc, il faut rester très vigilant. Mais déjà, la proposition, elle est très bonne. C'est pour ça que moi, je ne cible pas les personnes. Je fais des analyses macro et micro. Si on reste sur l'ordre macro, il faut faire une réduction budgétaire sur toutes les entités du pays. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois le professeur à côté qui me dit qu'un professeur qui ne touche pas son professeur, on n'a pas de nation. C'est pour ça que je dis qu'on doit rendre honneur à ces professeurs qui forment les futures élites. Le problème aujourd'hui, c'est que tout jeune Congolais veut faire de la politique, veut devenir journaliste célèbre. Quid des métiers de la main au Congo? Voilà. Ça n'existe plus. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, un agriculteur ou un cordonnier, un menuisier qui fabrique nos chaises est plus important que celui qui va peut-être diriger une institution. Parce que sans chaise, on ne s'assied pas. C'est pour ça que on doit faire le nécessaire. S'il faut une baisse, le professeur a parlé de transparence, opacité. On doit savoir telle personne, tel individu touche tant, il va baisser de combien de pourcentage. Comme ça, on a une traçabilité. Ensuite, cet argent-là peut bénéficier aux ménages. Les ménages, au Congo, est-ce que beaucoup savent combien coûte le pain? 500 francs congolais. Je suis à l'extérieur, mais je m'intéresse à ça. C'est pour ça que je dis, pour faire de la politique, il faut aller dans la réalité du petit peuple. Ce n'est pas celui qui se balade au Jeep. J'ai des anecdotes. Un monsieur en Jeep, climatisé, avec un taxi à côté, il a dit, boss, on est dans les mêmes embouteillages, t'es juste au-dessus. Mais ils vivent la même réalité, mais différente. C'est pour ça que je dis qu'on dit on va baisser. Moi, je ne vais pas stigmatiser présidence, gouvernement, non. Toutes les entités, on fait une baisse et on redistribue les salaires. Et même Félix Kayembe, il faut baisser son salaire. Ouais. Ben, s'il veut faire un geste pour la population... Non, mais on baisse à tous les niveaux. Il faut baisser à tous les niveaux. Ouais. Ensuite, s'assurer qu'il y a une redistribution de cet argent. Oui, voilà, surtout ça. Au ménage. S'il vous plaît, madame, je pense que s'il faut que l'on puisse baisser les salaires de tout le monde, il est question du pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat n'est pas idem. Ça, il faut le dire. Et aussi, il y a des gens qui touchent moins. Lorsque vous baissez encore quelqu'un qui touche $300, vous enlevez $100, allez-y comprendre. Non, après, si on fait une baisse, c'est proportionnel au revenu de la personne. C'est ça que je dis, le pouvoir d'achat n'est pas idem. Merci messieurs, l'émission est finie. Merci d'être venus. Merci Félix Kayembe, merci Moïse Mouta, merci Christian Nzungu, merci Maître Estimé Dandala, merci merci Dan Idima. Merci à vous d'avoir suivi, merci à toute l'équipe technique, des beaux gosses en lunettes, sapés comme jamais. C'est une bonne chose. Merci à la réalisation. Vous suivez cette émission à 21h30 aujourd'hui même. Et pendant tout le week-end, je vous retrouve le lundi. Au revoir.